Je suis donc Adrien Mayers de la Rue, rédacteur cinéma pour le site internet smallthings.fr. De quoi est-ce qu'on va parler sur ma chaîne de cinéma? Et ce que vous allez pouvoir retrouver, ce sont des listes. Liste des films d'horreur qui ont changé ma vie. Le principe de ma chaîne, c'est qu'on va faire des listes. Mais il pourra m'arriver aussi de faire des petites vidéos digressions sur des films que je veux défendre. Et je suis un peu considéré par ceux qui me connaissent comme l'avocat du diable, avec une tolérance à la douleur cinématographique assez importante. Et j'aime beaucoup défendre les indéfendables. Et aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo de présentation. Donc voilà, vous allez retrouver une liste de 15 films qui ont changé ma vie. Et on commence tout de suite par le premier. Tim Burton, il faut savoir, est un de mes réalisateurs favoris. Ça remonte à très longtemps. Je devais être en CO1 ou en CO2. Il y avait un cycle cinématographique à l'Escurial à Paris. On avait des courts-métrages impressionnants comme L'Homme qui rétrécit, des films comme Jason et les Argonautes et des choses comme ça. Mais je pense que ma première claque était Vincent de Tim Burton. Un court-métrage, 6-7 minutes. On retrouve dans ce film toute la poésie, le génie et la folie de Tim Burton. C'est le premier film qui m'a effrayé et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, inconsciemment à l'époque, que j'aimais être effrayé, puisque c'est un film que j'ai revu des tonnes et des tonnes de fois. Toute la personnalité de Tim Burton y est présente. Il y a sa folie, il y a son amour du cinéma, son amour de la culture aussi, puisque Vincent, le personnage principal, lit du Edgar Allan Poe. On voit bien que c'est un gosse qui a l'air d'avoir été biberonné à Frankenstein et des choses comme ça, vu les rêves terrifiants qu'il fait. Dans le film lui-même, il y a tout ce côté hommage aux vieux films d'horreur, avec la caméra un peu de travers, les couloirs biscornus. Il y avait déjà cette phobie du gros que je pense que Tim Burton a, avec la grosse dame qui arrive et qui veut manger Vincent, des choses comme ça. Et c'est un film qui à la fois peut être vu par des enfants, qui à la fois est effrayant, est suffisamment fort pour pouvoir influer sur la personnalité de l'enfant. C'est le premier film d'horreur en soi que j'ai vu, et aujourd'hui j'en suis un grand fan, donc je pense que c'est pas de rien que ça vient non plus, quoi. Donc il y a toute une poésie macabre, toute une atmosphère gothique, toute dans sa gestion des marionnettes et des choses comme ça. Tim Burton ici n'est pas seulement un grand faiseur, c'est aussi un grand penseur des ressorts gothiques et des ressorts horrifiques, et c'est ce qu'il montre dans ce film. Et évidemment ça finit très mal. Si on accepte de comprendre que ce que l'on voit à l'écran est bien la réalité et pas des fantasmes de Vincent, on sait pas tellement ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. J'en ai sans doute plus à dire, mais j'ai pas tant de temps que ça. Alain Resnais, c'est peu de le dire, est un grand réalisateur. Réalisateur français, donc forcément décrié par beaucoup de cinéphiles. On connaît la chanson d'Alain Resnais, donc est une comédie musicale, mais
revisiter. C'est tout l'intérêt du film d'Alain Resnais, si ça n'avait été qu'une comédie musicale française. Mais Resnais apporta plus dans sa mise en scène, dans son jeu des acteurs, et surtout dans sa manière de percevoir ce qu'est une comédie musicale. C'est vraiment une revisite dans le sens où les personnages qui chantent pas eux-mêmes ou très peu. C'est comparable avec la série Dream On. C'est-à-dire qu'à chaque scène, les personnages vivent quelque chose et leur ressenti s'extériorise à partir de chansons qui ne sont pas écrites pour le film, donc, mais qui sont des chansons qui sont bien tirées de la culture populaire. Ça leur donne quelque chose de fascinant et de complètement décalé. Il est, je le pense, unique en la matière à ce niveau-là, puisque les acteurs ne chantent pas eux-mêmes, c'est évidemment un doublage. Évidemment, tout cela est inclus dans l'écriture scénique formidable d'Alain Resnais, qui ne déçoit jamais, je pense, à ce niveau-là. Et tout le côté théâtral d'Alain Resnais, que je lui trouve souvent, bizarrement ici il n'est pas là, et ça n'en fait pas quelque chose de moins intéressant pour autant. Au contraire, je pense qu'on connaît la chanson et son film le plus cinématographique. Sabine Azema est formidable, Agnès Jaoui aussi, et les hommes, André Dussolier et Pierre Arditi, ainsi que Lambert Wilson, ne sont pas en reste. Et je ne peux que vous conseiller de voir ce film. Et je veux dire, je crois que ça fait partie des films que j'ai le plus revus depuis. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de le voir si vous ne l'avez pas vu. J'adore Alejandro Amenábar. Je veux dire, il n'a pas fait que des bons films. Pour moi, il n'en a même fait que 2. Les autres et Régression, qui est pour moi un chef-d'œuvre. The Other, c'est un film incroyable. Et j'ai un passif un peu, disons, étrange avec ce film. En fait, c'est un film que mes parents avaient depuis très longtemps, qu'ils avaient vu. Ils nous en avaient parlé, ils disaient que c'était effrayant. Qui fait que j'ai construit un espèce de mythe intérieur autour de ce film. À la fois, je débordais d'envie de le voir parce que j'étais déjà obsédé par la peur, mais en même temps, c'était une époque où j'avais vraiment peur de tout et où j'avais pas du tout envie de le voir en fait. Donc j'étais dans une espèce d'ambivalence. Bon, d'abord, la première fois que j'ai voulu le voir, j'ai mis le DVD dans la boîte, j'ai vu le menu du DVD, déjà effrayant, déjà dans l'ambiance, j'ai arrêté tout de suite. Ensuite, quelques jours après, j'ai vu la bande-annonce rebelote, j'ai pas vu pendant un mois, et ensuite, enfin, au bout d'un mois, je l'ai vu. Et j'ai été terrifié. C'est finalement un genre de Shyamalan dans le sens où c'est pas vraiment un film d'horreur en fait, ni un film d'épouvante, c'est plutôt une sorte de thriller horrifique. J'ai ce terme là parce que j'ai pas d'autre terme. Donc c'est une sorte de thriller horrifique qui tient finalement beaucoup grâce à son plot twist. Une fois qu'on a vu tout le film, on se rend compte qu'en fait, on a eu peur de choses. Vous en faites pas, hein, il n'y aura pas de spoiler sur le film. On a eu peur de choses qui n'étaient dont on n'aurait pas dû avoir peur si on avait eu toutes les clés en main dès le départ. Bon, comme je l'ai dit, c'est un genre de Shyamalan. L'interprétation est formidable, Nicole Kidman est exceptionnelle dans le film. Certaines scènes glacent le sang. Je pense notamment à une scène de mannequin et à une scène de baldaquin qui sont affreuses. Je veux dire, si vous êtes lassé du cinéma d'horreur d'aujourd'hui, qui pour beaucoup ne présente plus grand chose d'intéressant, voyez The Others, je vous promets, vous allez voir quelque chose d'incroyable et vous allez peut-être réexaminer le cinéma d'horreur. Voyez-le, vraiment. Je n'aurais pas été honnête avec vous si je n'avais pas parlé d'Harry Potter. Et un jour, j'ai vu chez un ami l'école des sorciers. J'ai beaucoup aimé, donc je lui ai emprunté le deuxième que j'ai dévoré aussi. J'ai dévoré les livres qui étaient sortis à l'époque, et puis j'ai vu Harry Potter 3. La faiblesse de ce cinéma-là, c'est que c'est du cinéma, notamment dans les 2 premiers films et dans le 4e, qui est un peu un assemblage de scènes sans vrai liant, si vous voulez. Et pourtant, Dieu sait que je suis fan de la saga. Pour moi, le Prisonnier d'Azkaban va plus loin que ça. On se souvient d'Harry Potter 1 parce qu'il y a les scènes avec le jeu d'échecs et tout ça. On se souvient d'Harry Potter 2 pour le basilic et l'araignée géante. On se souvient d'Harry Potter 3, non pas pour certaines scènes, mais pour la globalité de l'intrigue. Pour moi, tout l'intérêt d'Harry Potter 3, c'est que Voldemort n'y est pas. Ni en souvenir, ni en fantôme, ni en réalité, rien. Pour moi, c'est ce qui fait la force du film, finalement, c'est le fait qu'on ne le voit pas, mais qu'on parle de lui comme un être effrayant et qui a été à l'origine de nombreux meurtres, de nombreuses trahisons et de choses comme ça. C'est finalement ce qui me l'a rendu inquiétant. Moi, pour la première fois, j'en avais pas du tout peur de Voldemort quand j'ai vu l'école des sorciers et la chambre des secrets. J'en avais pas du tout peur parce que je voyais bien que c'était quand même un être de chair. Alors que dans Harry Potter 3, on ne parle que de l'hypothèse où il reviendrait, et je pense que c'est ce qui est pour moi fascinant. Ajouter à ça cette problématique de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on revient dans le temps, c'est
abordé d'une manière vraiment brillante dans le film. Je pense que c'est un des blockbusters les plus brillants que j'ai vus. Si vous ne connaissez pas Harry Potter, commencez Harry Potter. Si j'ai envie de vous parler de ce film, c'est non seulement parce que ça me plaît beaucoup et parce que c'est vraiment du cinéma qui me parle, mais je voudrais parler d'une polémique qui pour moi n'a pas lieu d'être sur les orientations politiques de Miller. Miller est une sorte de facho, on est assez d'accord. Et ça transpire parfois un peu dans son œuvre. Mais c'est à ce moment-là que moi je veux mettre la hola. Ce n'est pas parce que Louis-Ferdinand Céline a été sympathisant nazi que son œuvre littéraire n'est pas exceptionnelle. C'est la même chose pour Frank Miller. C'est pas du tout un film qui héroïse les justiciers qui vont taper du flic. Mais pas en voyant Sin City. Sin City, c'est tous des pourris. Il y en a qui sont moins pourris que d'autres et qui vont tuer les plus pourris. Il n'y a pas du tout d'héroïsation du personnage. Et c'est ça qui est fondamental dans Sin City. Je vous demande de me citer un film tiré d'un comics mieux que ça niveau mise en scène. Il y a Watchmen, Les Gardiens, de Zack Snyder, qui s'en est approché mais qui est pas du même niveau. The Spirit de Frank Miller, qui est vraiment proche niveau mise en scène, mais pareil, qui est pas du même niveau parce que ça fait juste refuser en fait. C'est la première fois, si vous ne l'avez pas vu, que vous verrez un fond vert dans un film d'action, mais utile artistiquement et pas seulement pour être impressionnant. L'intrigue n'est pas forcément folichonne, mais c'est un film qui est extrêmement intéressant du point de vue de la mise en scène. Vraiment, voyez-le si vous ne l'avez pas vu, vous serez vraiment pas déçus. Vers mes 15 ans, j'aimais pas du tout le genre de la comédie. Je trouvais De Funès talentueux comme tout le monde, mais je veux dire, c'était pas du tout du cinéma qui me parlait. Et j'ai vu tout ce que le genre comédie pouvait amener tout en restant léger. Tonnerre sur les tropiques est un film exceptionnel, en cela déjà qu'il est extrêmement drôle. On sent bien que Ben Stiller, rien qu'avec La vie rêvée de Walter Mitty qu'il a réalisé très récemment, au-delà de César Bouffon, c'est pas du tout un branquignol, dans le sens où vraiment il propose des choses très intéressantes. Du point de vue de la mise en scène, ça arrive, mais c'est pas tellement ce que je retiendrai chez Stiller, c'est une mise en scène qui est plutôt banale. Mais du point de vue du message véhiculé, Tonnerre sur les tropiques, ça part de cinéma dans le cinéma. Tout le film est une mise en abîme sur des acteurs qui vont se retrouver dans une espèce de vraie guérilla vietnamienne, alors que eux-mêmes étaient venus pour jouer des soldats en guérilla vietnamienne. Tout le film repose là-dessus. Ça pose vraiment des questions sur ce que c'est qu'un acteur hollywoodien. Et sûr, et c'est souvent le cas chez Stiller, c'est aussi le cas dans Zoolander, à quel point la bêtise peut s'avérer utile pour se tirer de certaines situations. Je veux dire, non seulement ça pose des questions intéressantes, mais en plus c'est extrêmement drôle. Vous y verrez plein d'acteurs que vous adorez. Il y a Ben Stiller bien sûr, mais aussi Robert Downey Jr. et Jack Black, et Tom Cruise. Et même Matthew McConaughey, enfin je veux dire, vous avez que de l'intérêt à voir ce film. Si je devais citer un film préféré, ce serait Halloween. C'est un film qui est très clair, très linéaire, et qui raconte vraiment quelque chose de très banal finalement. Mais, vu la manière dont c'est mis en scène, le plan séquence du début qui est absolument effrayant, et tout le reste du film qui est vraiment un condensé de ce qu'est le mal, John Carpenter est à mon sens le seul réalisateur qui ait vraiment fait un film avec un tueur terrifiant. Blade to Rest, Scream, Massacre à la tronçonneuse, qui ont inventé des tueurs intéressants et effrayant, mais je pense qu'aucun ne m'a intéressé et effrayé comme celui de Michael Myers. Excepté Halloween 6, le personnage n'a jamais été vraiment massacré. Si les films sont de qualité variable, lui reste le même. J'aurais pu mettre scène de la vie conjugale. Les thématiques des fraises sauvages m'intéressent moins que les thématiques de scène de la vie conjugale. Et le texte aussi, c'est pareil. Et si Halloween est mon film préféré, ma scène préférée, tout film confondu, n'est pas dans Halloween. Elle est dans Les fraises sauvages. La scène du rêve. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Le personnage principal qui marche dans la rue et qui croise un homme sans visage effrayant. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie en regardant un film et je ne me serais certainement pas attendu à avoir ma claque horrifique devant un Bergman. Mais c'est le cas. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. À part ça, c'est évidemment du grand cinéma, c'est brillamment mis en scène. Le sous-texte sur l'infidélité, le sous-texte sur la pureté
et sur la manière de la perdre est brillant. Les relations familiales chez Ingmar Bergman sont toujours remarquablement traitées, et ce film-là ne fait pas exception. Mais je vous ai mis ce film surtout pour une scène qu'il faut absolument que vous voyez. Les gens connaissent surtout les frères Coen pour leur comédie, et je trouve ça très étonnant, sachant que pour moi leur meilleur film n'est pas une comédie. C'est donc ce No Country for Old Men, qui est un film noir, d'une noirceur incroyable. Il n'y a aucune musique durant tout le film, tout est sombre, et j'ai envie de dire, le film tient moins par les qualités de sa réalisation que par les qualités de son acteur principal, qui est Javier Bardem, qui porte vraiment tout le film sans toutefois l'écraser. Parce qu'on connaît tous ces films où il y a un casting pléthorique et où le film est complètement avalé, cannibalisé par le casting. Ici, c'est pas le cas, c'est-à-dire que Javier Bardem est excellent, mais il rentre tellement dans cette atmosphère fascinante, dans les thématiques fascinantes que le film aborde, comme les thématiques de la vieillesse, d'où le titre No Country for Old Men, mais de la mort, de la torture, de la souffrance. C'est un film sur la souffrance, c'est un film 2 heures de souffrance. On rigole pas du tout. Ça montre bien que ce sont des réalisateurs qui savent aussi aller autre part que de la comédie, même si The Barber était pas tellement drôle non plus. Je crois que c'est un des films les plus violents qui m'ait jamais été donné de voir, sans être jamais gratuit. C'est un film qui est fascinant. Toujours pareil, cela tient grâce à l'interprétation de son acteur principal qui est Jack Nicholson, mais ça a tellement d'intérêt. Outre mesure, c'est vraiment un film qui a des milliers de thématiques, un film qui est tellement riche et tellement intéressant qu'encore aujourd'hui, on se pose des questions sur les significations du film en lui-même. C'est un film labyrinthique, c'est un film qui est fascinant, c'est un film qui traite de tellement de thématiques, comme l'alcoolisme, la folie, les spectres aussi. C'est un film qui est complètement un film d'épouvante, même si on n'est jamais sûr de ce qui est du réel ou pas. C'est là que Kubrick est un grand, c'est qu'il pose vraiment la question de ce qui est le réel, et c'est ça qui est fascinant. C'est un film qui, au niveau de la mise en scène, Kubrick a fait des grands films au niveau de la mise en scène. Il a fait 2001, il a fait Orange Mécanique, mais je pense que Shining est le film le plus représentatif de sa carrière. Rob Zombie, ça a été mon réalisateur préféré pendant un bon bout de temps. The Devil's Rejects, c'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'intérêt d'une bonne partie du cinéma que j'avais négligé jusqu'alors, c'est la partie Grindhouse, la partie cinéma bis complètement décalée, dont Tarantino a un peu été le porte-étendard pendant une certaine période, mais catégorie de films qui a existé avant sans être vraiment théorisé. En gros, le Grindhouse, pour résumer, c'est de la violence décalée. Et je pense que The Devil's Rejects, alors que c'est un film qui se réclame pas du tout du Grindhouse, est le film pour moi qui le représente le plus dans sa folie, dans sa grammaire cinématographique. C'est la suite de La Maison des Mille Morts, mais pour moi il le transcende vraiment. C'est un film qui est fascinant autant du point de vue de la mise en scène que du point de vue de ce qu'il dit sur l'Amérique profonde. Et c'est un film que vraiment il faut avoir vu si vous ne l'avez pas vu. C'est d'une violence incroyable, mais étrangement c'est rendu supportable par le ton qui pourtant n'est pas vraiment drôle non plus. Donc si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, c'est un film qui est très intéressant. Celui-là n'est pas réservé aux âmes sensibles, c'est sûr, mais vraiment voyez-le. Michael Haneke est un réalisateur fascinant. C'est toujours très sombre, assez insupportable à regarder, et où on rigole jamais, quoi. Alors il a fait des films incroyables, il a fait Funny Games, il a fait 71 fragments d'une chronologie du hasard qui est un chef-d'œuvre. Mais Amour de Michael Haneke est un film auquel je pense chaque jour, depuis que je l'ai vu, et ça fait quand même quelques années, croyez-moi. Et c'est un film effrayant. Et Amour est un film qui parle de dépendance, et moi c'est le sujet qui me terrorise le plus. Emmanuel Riva, qui est splendide, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le par pitié, vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Vous allez le regretter parce que vous allez souffrir, mais du niveau de la qualité cinématographique, c'est un film qu'on ne peut pas rater. Il y a une scène de rêve aussi, qui est fascinante, la fameuse scène du baillon.
La Vénus à la fourrure, c'est un film qui est très étrange parce que ce n'est pas vraiment représentatif du cinéma de Polanski. Le cinéma de Polanski, si on accepte ses films récents comme Carnage, c'est pas vraiment un cinéma du théâtre, c'est plutôt un cinéma cinématographique. Je pense notamment à des films comme Frantic ou Le Locataire. Mais je pense que La Vénus à la fourrure est celui qui m'a le plus touché personnellement puisqu'il parle de théâtre et que le théâtre, c'est ma vie. Mais aussi parce qu'il parle de réel, parce qu'il parle de fantasme, et parce qu'il est infiniment érotique. Il y a Emmanuel Seigné et Mathieu Amalric qui sont juste mes deux acteurs français préférés dedans. Ils sont splendides. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, c'est un film sur la mort, c'est un film sur l'amour, c'est un film sur le réel. Et c'est évidemment mis en scène de manière dingue. Il y a un côté Black Swan dans la mise en scène, mais c'est tellement infiniment plus maîtrisé que je ne peux pas m'empêcher de vous dire de le voir. Prisoners est un film tellement fascinant, c'est un film sur le vide, c'est un film sur le néant, et c'est un film vraiment à ce niveau-là profondément nihiliste et évidemment pas du tout agréable à regarder. Mais si vous ne l'avez pas vu, voyez-le rien que pour l'interprétation des acteurs. Hugh Jackman, je veux dire, vous le connaissez en tant que Wolverine, vous ne connaissez pas Hugh Jackman. Hugh Jackman n'est pas Wolverine, jamais. Il a fait des rôles fascinants, il a joué dans Le Prestige, il a joué dans le Chappie où il était très bon, mais surtout, il a joué dans ce film fascinant qu'est Prisoners, qui est un des meilleurs films pour moi qui a été fait sur le vide et sur les disparitions. C'est un film qui ressemble un peu sur certains points au Secret de Pascal Laugier, mais c'est toujours pareil, c'est du cinéma qui est infiniment plus maîtrisé. Ça va vous poser des questions, des dilemmes moraux, vous allez vous sentir drôle à la fin, mais vous ne le regretterez pas tant la réflexion sera puissante. Laurence Anyway de Xavier Dolan explore tellement tout ce qu'il y a à explorer sur la transsexualité, sur ce que cela implique sur la famille, sur les amis, sur les proches, que pour moi c'est un film essentiel pour comprendre une certaine part de la société d'aujourd'hui. Xavier Dolan ne joue pas dedans, et c'est peut-être en cela aussi que le film est le meilleur. C'est pas du tout un mauvais acteur, mais pour moi il n'est jamais aussi bon que derrière la caméra. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, qui sera peut-être un peu longue. J'espère que vous avez apprécié et que vous continuerez à me suivre. Les vidéos suivantes seront sans doute beaucoup moins longues parce que je pense qu'une vidéo de présentation ça doit toujours être un peu long pour bien cerner les personnages à qui on a affaire et pour savoir si on a envie de continuer avec lui. J'espère que vous aurez envie de continuer avec moi, je me suis fait un grand plaisir de faire cette vidéo. Et je ne peux rien vous promettre sur la fréquence des vidéos, je ne sais pas du tout quelle fréquence ça va être. Ça peut très bien être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Ou une fois par semaine. Ça sera pas une fois par semaine. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur YouTube, suivez-moi partout, parce que j'aime beaucoup discuter, je discute pas forcément seulement dans mes vidéos. Suivez-moi sur Small Things, Adrien Myers de la rue, et suivez les autres aussi qui font un travail formidable. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, j'ai très ravi de faire cette vidéo avec vous, j'espère que ça vous a plu, et je vous laisse autour de moi quelques liens. Je me demande ce que vous pensez de mon concept, c'est sans doute un peu sombre pour vous, mais c'est comme ça que j'ai envie de procéder parce que j'adore le noir et blanc. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.